Alors, bonjour et bienvenue. On est... Pardon, c'est très étrange ça. Hop. Euh, Renaud, est-ce que tu vois si ça enregistre de ton côté? Attends, ouais, ça enregistre. J'ai Ça bien le. enregistre. Ouais, j'ai. Ok, parfait. Donc on est heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va vous présenter les boucles et l'appel à projet qu'on va lancer avec Renaud. On est les deux coordinateurs de ce programme-là. Et donc, on va vous présenter un peu tout ça. Et je vais mettre le sommaire pour vous dire ce par quoi on va passer. On va commencer par l'origine et un peu les partenaires du programme pour que vous sachiez dans quel cadre vous vous situez. On avait envie de faire un petit point sur le stade de développement d'un projet. Euh, Génial, Marion, si tu peux voir. Sur le stade de développement d'un projet et ses champs d'action. On vous parlera de l'accompagnement des boucles, de l'appel à projet qu'on lance pour la future promotion donc 2025. On aura un témoignage de Thomas qui est avec nous aujourd'hui, qui a participé aux boucles 2024. Et après, on aura un temps d'échange questions-réponses pour que vous puissiez nous poser les questions complémentaires. Ce que je vous propose, c'est que chacune et chacun puisse couper son micro pour l'instant. Si vous avez des questions, de plutôt les noter à côté et on les prendra toutes à la fin, à moins qu'il y ait un vrai souci de compréhension. Et dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à lever la main ou à mettre un message dans le chat si ça vous empêche, si ça vous empêche d'écouter. Mais sinon, on vous propose de faire un échange questions-réponses à la fin. Euh, Sur l'origine des boucles, je- c'est pour toi, Renaud. Ben, bonjour à toutes et tous, effectivement, donc Renaud, je fais partie de l'équipe des boucles depuis déjà quelques années avec une casquette Suez. Bon, vous comprendrez un petit peu derrière, on va représenter un petit peu tout ça. Mais peut-être pour revenir sur le contexte effectivement de ce programme, alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un programme qui en est pas à sa première édition. Et c'est parti, je dirais, d'un constat qui est relativement partagé. Je pense que si vous êtes toutes et tous autour de cette table, c'est que vous en êtes relativement conscients. C'est le sujet effectivement autour de nos ressources. On aime bien donner ces quelques chiffres un peu impactants pour adresser le problème. On parle de quasiment 19 tonnes hein, de matières premières qui sont consommées en moyenne par un Lyonnais par an, effectivement, pour satisfaire à ses besoins. On parle aussi quasiment. Alors, le Lyonnais reste un bon élève par rapport à la moyenne nationale, mais c'est à minima 400 kilos aussi de déchets ménagers qui sont issus effectivement d'un foyer, d'un Lyonnais moyen. Donc voilà, c'est assez énorme, hein. Ça permet effectivement de pointer du doigt et de pointer effectivement l'urgence un petit peu de re-questionner nos modes de consommation, de questionner aussi l'essentialité de nos besoins. Et pour ça, ben, l'entrepreneuriat, effectivement, c'est une réponse qui semble assez évidente pour adresser notamment des problématiques sociales qui sont assez particulières de par le fait, je dirais, de la grande capacité d'innovation, d'agilité, mais aussi la grande capacité de coopération, effectivement, des entrepreneurs sociaux. Et ce, ben, évidemment, au service de sujets qui appartiennent à ce qu'on qualifie être le bien commun. Euh, de ce contexte-là, de ce constat-là, à partir de 2019, effectivement, on a trois acteurs qui se sont retrouvés et qui ont mis le doigt sur une problématique observée en France, mais plus particulièrement sur le territoire lyonnais, qui est de se dire il y a beaucoup de programmes d'accompagnement sur l'entrepreneuriat conventionnel, sur l'entrepreneuriat à impact. Pour autant, il y a très très peu d'accompagnement sur des sujets dédiés à l'économie circulaire. Alors que ça reste, et on en parlera un petit peu derrière, ça reste un champ économique, ça reste des modèles d'affaires qui sont très 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 spécifiques. Euh, donc il y a effectivement ces trois acteurs qui, en 2019, ont uni leurs forces et ont participé à la création d'un programme pour accélérer l'émergence de nouvelles solutions sur le territoire. Et du coup, on en est à la quatrième édition. Joséphine, je me permets de te passer la main peut-être pour parler un petit peu de cet écosystème de ces acteurs-là. Ouais. Comme l'a dit Renaud, on coordonne tous les deux le programme des boucles et on a chacun, on a différentes casquettes. Moi, j'ai la casquette Ronalpia et donc en fait, ce programme, il a été lancé par trois cofondateurs.
L'idée, c'était de réussir à allier les forces des uns et des autres pour pouvoir aller plus loin. Et donc, on a embarqué avec la métropole de Lyon, qui a une expertise sur le territoire, qui connaît bien ses besoins du territoire, qui est capable de faire des mises en réseau, des relais, qui a des espaces fonciers, enfin, qui a beaucoup de choses à apporter. Ronalpia, dont je fais partie, qui a une expertise sur l'économie sociale et solidaire et dont l'objet, c'est de donner de l'ampleur à l'innovation sociale, car c'est un levier de transformation pour répondre aux fragilités sur le territoire. Et donc, on accompagne des entreprises sociales depuis plus de 10 ans. Et on a aussi, vous le verrez, la plupart des formations peuvent se passer dans nos locaux et on met à disposition nos locaux. Et Suez, dont fait partie Renault, avec qui on travaille étroitement. La force d'un gros groupe qui a une expertise sur l'économie circulaire en lien avec tout un écosystème et qui est capable de faire du relais auprès de filiales, de ses réseaux partenaires, de ses clients, de ses fournisseurs. Donc, on a allié un gros groupe, Suez, une collectivité, la métropole de Lyon, et un acteur de l'accompagnement des entreprises sociales, Ronalpia, pour pouvoir aller plus loin et mieux vous accompagner. Et, on avait envie de vous partager quelques éléments sur les stades de maturité des projets. Euh, et pour ça, on a une petite question. Euh, Est-ce que vous mettriez dans le chat un peu le nom de votre structure et l'état où vous en êtes pour qu'on puisse savoir, est-ce que vous considérez que vous êtes plutôt en structuration lancement, plutôt en validation de votre concept et de votre modèle, plutôt en consolidation ou en développement, ou plutôt en changement d'échelle pour qu'on puisse voir un peu comment vous vous situez les uns et les autres? Alors, ce qu'on dit en validation du concept et du modèle, ma palette aussi en consolidation. Alors, pas qu'en consolidation. Ça marche. Bon. On va vous expliquer un peu en développement. On va vous donner un peu différents stades qu'on voit d'évolution pour que vous puissiez vous situer en fait sur une palette assez large de l'accompagnement. Et Moi, c'est Vanda et j'ai un projet qui s'appelle Vanda. Alors, on a entendu quelqu'un, mais avec un peu de résonance dans le micro. Je continue. C'est pour un peu que vous puissiez avoir un panel des différents stades des projets, qu'on puisse après en discuter. Et pour information, on s'appuie sur différents éléments qui sont déjà bien structurés. Il y a l'AVIS notamment. Après, on vous parlera d'autres éléments qui peuvent, des sources qu'on peut prendre à la CRES. Alors, en fait, on a refait le chemin. Mais voilà, on s'appuie sur différentes sources que vous pouvez retrouver par ailleurs. Je passe donc à la courbe qu'on voulait vous présenter. On va la détailler un peu par module rapidement. Le cycle de vie d'une entreprise sociale, donc on part généralement d'une idée. Une fois que vous avez une idée, on va identifier si l'opportunité, est-ce qu'il y a un vrai besoin? On va tester une solution, on va, à l'issue de cela, créer une structure. Après, on va chercher à valider son concept, savoir s'il y a un marché, s'il est bien là. Une fois qu'on a fait cela, on arrive sur une preuve du concept et du marché qu'on rencontre. Et donc, on peut consolider ou développer, enfin, consolider et développer sa structure selon les besoins. Et à ce moment-là, une fois que c'est bien consolidé, on va arriver sur une stabilité d'activité en termes économiques et en termes d'équipe. Et c'est des moments où on peut continuer de consolider et de faire croître son entreprise de manière relativement linéaire, même s'il y a des hauts et des bas dans une structure, ou choisir pour certaines structures de faire ce qu'on appelle un changement d'échelle. Ça va être un pic de croissance un peu plus fort et qui peut parfois déstabiliser la structure. Du coup, je me permets de détailler un petit peu ces étapes-là. Alors, c'est un exercice qu'on a fait avec Joséphine, avec
avec effectivement déjà pas mal de littérature autour de ces sujets-là, et notre prise de parole, elle est là pour illustrer, elle sera pas parfaite parce qu'il y a parfois des choses qui sont un petit peu transverses ou qui viennent interagir d'une étape à l'autre. Donc c'est plus effectivement pour poser le cadre. Cette première étape, effectivement, la structuration, le lancement, elle est particulièrement cruciale, hein, pour une entreprise sociale. Et c'est souvent une étape aussi qui permet, elle permet notamment effectivement de déterminer la suite du projet. Est-ce que l'analyse qu'on fait effectivement de l'environnement permet d'aller plus loin, et surtout quel va être le véhicule juridique le plus adapté. C'est crucial à plusieurs titres, notamment parce que c'est une étape. On parle souvent d'études de marché, hein, notamment sur la structuration, sur le lancement. C'est une étape dans laquelle en fait, vous avez besoin de parfaitement dimensionner la problématique sociale. Là, c'est une sémantique un petit peu particulière, hein. On s'adresse effectivement à des enjeux d'entreprise sociale, c'est-à-dire en fait, quels sont aujourd'hui les impacts sur lesquels vous mettez le doigt, quelles vont être les parties prenantes qui sont concernées par cette problématique sociale, quelle est l'ampleur de cette problématique. Euh, on va s'intéresser évidemment à ce que j'appelle l'état de l'art, enfin, est-ce qu'aujourd'hui il y a des solutions, qui sont les contributeurs sur ces solutions-là, est-ce qu'elles sont imparfaites, pourquoi elles sont imparfaites. C'est une étape qui va être extrêmement importante aussi parce que vous vous positionnez dans un écosystème qui est très particulier, parce que pour certains, vous êtes dans le prolongement aussi d'actions, je dirais, d'entités que je qualifierais publiques. Euh, donc, ça veut dire effectivement comment est-ce que vous arrivez à vous intégrer dans cet écosystème, comment est-ce que vous favorisez votre intégration dans cet écosystème. Donc, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup d'interconnaissances, c'est beaucoup de stratégies, je dirais, de complémentarité. Et puis, du coup, c'est une étape sur laquelle on va vous demander d'être parfaitement clair, hein, finalement, sur voilà, vous avez identifié une problématique sociale. Du coup, quelle va être on va beaucoup parler de mission sociale, hein. Quelle est votre vision, quelles sont les ambitions, les objectifs du projet. Bref, de vous intéresser à votre promesse de valeur, et surtout à réussir à quantifier un petit peu ce qu'est cette valeur. Et enfin, et c'est ce qui va aussi permettre de faire le choix du modèle juridique adapté, c'est réfléchir un petit peu, quel va être le mode d'organisation de ma structure. Est-ce que je mets en place une gouvernance particulière? Est-ce qu'il existe un modèle d'affaires qui s'avère être probant et pérenne? Bref, voilà, c'est tout un tas de questions auxquelles il faut tenter de répondre avant effectivement de créer sa structure, et avant effectivement de s'attaquer à des sujets un petit peu plus comment dire, d'expérimentation, Joséphine. Ouais. Donc après, on passe sur la question de la validation du concept et du modèle une fois qu'on a créé sa structure. On a quand même vu un certain nombre de choses, mais il va falloir déployer l'expérimentation, il va falloir pousser plus loin la première phase. Et on arrive sur les premiers clients ou bénéficiaires, euh, trouver son marché et le consolider d'une certaine manière, pouvoir le déployer, savoir qu'il existe en fait, qu'on va répondre à un besoin et qu'on va pouvoir y aller. Réussir à cartographier son réseau en termes de ressources. Est-ce qu'elles sont disponibles? Comment est-ce qu'on va aller les chercher? Comment est-ce qu'on va être financé? Comment est-ce qu'on va vendre des prestations en fonction de son modèle? Et pour pouvoir confirmer son projet ou pas. Certaines fois, ça peut arriver qu'on n'arrive pas à trouver notre marché et donc la structure puisse s'arrêter. Et si on arrive à savoir où est-ce qu'on va, d'avoir une base de modèle économique, alors on va pouvoir réfléchir à des enjeux de consolidation et de développement. Et effectivement, l'idée de la consolidation, ce qu'on appelle le développement pour une entreprise sociale, donc Joséphine le disait à juste titre, hein, on a une preuve de concept aujourd'hui qui est validée, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir plus d'impact. Donc très concrètement, comment est-ce qu'on arrive à décliner une mission, une vision en un plan en un plan stratégique qui soit clair, hein, qui soit quantifié, qui soit mesurable, et ce sur des temporalités un peu plus longues. Donc effectivement, on était souvent un petit peu sur les temps courts, sur des logiques extrêmement agiles, des logiques d'expérimentation. Là, sur la phase de développement, on parle souvent plutôt de temporalité à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Et ça va demander aussi du coup d'assurer la pérennité du modèle économique, hein, sur ces temps longs, avec une vraie robustesse sur les modèles éco, avec souvent des sources de financement qui sont différentes, hein, de la phase d'expérimentation à la phase de développement. Et pour ça, du coup, il faut notamment être dans une logique un peu de partenariat structurant. Il y a un vrai enjeu aussi, effectivement, sur la professionnalisation, pardon, des activités. Donc, comment est-ce qu'on arrive à structurer, comment est-ce qu'on arrive à organiser et mieux professionnaliser la création de valeur, la production de valeur.
quand j'ai la production de valeur, hein, entendez pas une usine, une production, mais comment est-ce qu'on arrive effectivement à faire en sorte que la création d'un produit, la création d'un service soit la plus professionnelle possible et la plus industrialisée possible. Et ça va vouloir dire aussi qu'il faut s'organiser côté ressources humaines. Comment est-ce qu'on arrive à assurer la pérennité du modèle par des rôles qui soient clairs, qui soient identifiés, par un partage de l'information qui soit simple. Euh, Comment est-ce qu'on arrive à organiser des prises de décision, pardon, qui soient les plus démocratiques possibles. Bref, il y a souvent une bascule parce que c'est des temps où il va falloir commencer à savoir s'entourer. Il y a souvent une bascule entre les premières étapes où on est porteur de projet, on est seul, il y a beaucoup d'agilité, il y a des outils qui sont pas forcément toujours facilement appropriés et appropriables par l'équipe. Donc là, il y a une vraie bascule effectivement du rôle de porteur de projet, d'entrepreneur à peut-être un rôle de direction, un rôle de management. Et avec toujours effectivement cet objectif en tête de se dire comment est-ce qu'on arrive à maximiser l'impact social. Et je disais tout à l'heure que ça passe évidemment par des partenariats qui sont plus structurants, parce que la logique de coopération dans du social business, effectivement, va vous permettre d'adresser mieux des problématiques sociales. Et derrière, ben, il y a une dernière étape qui est le fameux changement d'échelle, Joséphine. Donc le fameux changement d'échelle, il faut que la structure elle soit bien stable parce que ça va venir un peu vous pousser dans vos retranchements. Il y a plusieurs formes de changement d'échelle et on rentrera pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on rentrera pas dans ces détails-là, mais il y a plusieurs formes de changement d'échelle qui vont faire grossir votre structure, la déployer sur le territoire, la faire grossir tant en termes ressources humaines que économiquement. Et donc, vous allez venir à travers ça renforcer votre vision, votre mission, votre ambition. Il va falloir que vous améliorez votre pilotage, en fait, toutes les questions RH. Il va y avoir un renforcement, une évolution du modèle économique et généralement une maturation de la gouvernance avec des questions de financement sur ce changement-là. Ça vient re-questionner le modèle économique et le business plan. Et c'est cette partie-là qu'on appelle du changement d'échelle. Après tout ça, on se demande, est-ce que ça fait changer votre vision par rapport à ce que vous nous aviez répondu sur là où vous en étiez? Est-ce que ça vous fait changer d'avis sur votre positionnement? Ou est-ce que vous êtes à peu près toujours au même positionnement que vous aviez défini quelques slides plus tôt? Si jamais vous voulez nous le mettre dans le chat, pardon, en marquant idem ou a priori, ça nous fait bouger un peu, ça nous semble nous faire bouger. Donc a priori, la plupart, ça vous conforte sur là où vous êtes. Top. Euh, on voulait vous parler de deux grands champs d'action qui concernent ce programme, l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire. Il y en a sûrement beaucoup qui connaissent bien ce champ de l'économie sociale et solidaire, mais aussi, on s'est aussi rendu compte qu'en fait, le parcours, on l'adressait à des structures qui étaient de l'économie sociale et solidaire, mais où des personnes qui avaient ces principes, ces envies dans leur projet et qui n'étaient pas encore, en fait, on a un certain nombre de structures qu'on a pu accompagner qui avaient envie de faire cette bascule vers le champ de l'économie sociale et solidaire et pour qui ça restait quand même un peu flou, même si sur les grands principes, ils y étaient. Donc on se disait que ça valait le coup de se redire ensemble ce que ça voulait dire, le l'ESS. Et donc, il y a trois grands principes. Un principe d'utilité sociale. Donc, le projet d'une organisation de l'ESS a une utilité collective ou sociale. Elle est réalisée au service d'un collectif et non d'une seule personne, de l'intérêt d'une seule personne. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est un fonctionnement démocratique qui prévoit l'information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes à la réalisation de l'entreprise. Et le troisième grand principe, c'est un modèle économique qui est un peu spécifique. Les excédents qui sont constitués, les ressources sont destinées au développement de l'activité, parce qu'il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer dans une entreprise de l'ESS.
Et il n'y a pas d'appropriation individuelle, c'est quelque chose qui est interdit. Donc vraiment, les ressources vont aller enfin, pour faire croître le projet ou pour les personnes qui s'investissent dans le projet. Moi, je vous propose maintenant de revenir un petit peu sur quelques piliers de l'économie circulaire, enfin sur une définition surtout de l'économie circulaire. Alors, je pense que pour la plupart, vous avez déjà vu ce schéma-là. Euh, je ne m'attarderai peut-être pas trop dessus, mais effectivement, c'est une notion qui revient souvent et on se rend assez compte dans les accompagnements que c'est pas toujours évident d'y associer une définition, que la définition peut différer en fonction de nos expériences, en fonction effectivement de nos projets. Euh, et c'est entendable parce qu'il existe énormément de définitions de l'économie circulaire, hein. Dans le monde, on pourrait en trouver facile une centaine. Aujourd'hui, il y a celle de l'ADEME qui revient, effectivement. Il y a celle du ministère de la Transition écologique. Moi, j'aime bien parler, effectivement. Ça reste un modèle économique, hein, qui vise aujourd'hui à mettre des produits, des services sur le marché, mais de la manière la plus durable possible. Donc, c'est-à-dire, effectivement, en étant très vigilant dans des logiques d'extraction de ressources. Euh, que ce soit effectivement donc, sur la phase de conception, que ce soit sur la phase aussi d'utilisation d'un produit, et sur, je dirais, également un point de vigilance sur le fait que ce soit des modèles qui génèrent le moins de déchets possible. Ça pourrait être aussi effectivement questionner l'essentialité de nos besoins, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, est-ce que l'économie circulaire, comment dire, ça a de l'intérêt quand c'est pour produire un produit ou un service durable, mais dont on n'a pas besoin. Bref, c'est une discussion assez, comment dire, ça va être un débat qui pourrait être un petit peu long. Aujourd'hui, c'est une vision qui est portée internationalement par la France et l'ADEME. Donc, il y a une norme aujourd'hui qui a été poussée sur l'économie circulaire qui permet de s'entendre sur une définition assez commune. Bref, vous retrouvez autour de ce schéma-là trois axes forts et puis sept piliers. Donc effectivement, notamment la logique d'éco-conception, hein, comment est-ce qu'on arrive à, je dirais, à s'intéresser à tous les impacts d'un produit, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, de sa phase de design jusqu'à sa fin de vie. Hein, sachant qu'aujourd'hui, on sait que quasiment 80% des impacts, en fait, ils sont évitables et ils sont déterminés lors de la phase de conception. Tout ce qui touche aux logiques d'approvisionnement durable. Donc effectivement, comment est-ce qu'on arrive à identifier des ressources qui soient les plus vertueuses possibles d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social, hein. On intègre aussi probablement les conditions de travail de salariés sur l'extraction d'un coton, sur le lin, enfin bref, sur plein de matériaux qu'on pourrait utiliser dans la conception de son produit. On va parler d'écologie industrielle et territoriale, comment est-ce qu'on arrive à imaginer effectivement des symbioses industrielles entre acteurs, comment est-ce qu'on arrive à mutualiser des moyens, comment est-ce qu'on arrive à substituer des déchets pour que ça redevienne je dirais, des ressources pour une industrie voisine, etc., etc. On parle souvent de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. C'est peut-être un pilier dont vous entendez souvent parler, hein. Comment est-ce qu'on arrive comment dire, à revoir un petit peu ce paradigme ou c'est cette idée un petit peu folk qu'il faut absolument qu'on possède tout. Donc comment est-ce qu'on arrive finalement avec l'économie de la fonctionnalité de la coopération à aller vers des modèles d'affaires qui privilégient pardon, l'usage plutôt que la propriété. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas payer pour un produit au juste regard de son utilité sans forcément en être propriétaire? On va parler de consommation responsable, évidemment. Comment est-ce qu'on informe notamment, comment est-ce qu'on est informé sur l'impact des produits pour mieux orienter ses stratégies d'achat. Euh, L'allongement de la durée d'usage. Donc là, c'est là où on va parler de réparation, de réemploi, d'utilisation, etc., etc. Et je dirais le dernier qu'il faut, non pas qu'il soit néfaste, mais c'est celui effectivement vers lequel il faut tendre quand on n'a plus le choix, ben, c'est ce qu'on appelle la valorisation en matière, le recyclage. Donc comment est-ce qu'on arrive comment dire, à transformer un plastique, du bois, du carton, des métaux, des biodéchets, de manière à créer, je dirais, une matière qui pourrait être intégrée dans la conception de nouveaux produits. Donc là, ça fait aussi partie de l'économie circulaire, tout ce qui touche au sujet notamment de valorisation énergétique, ce qu'on va appeler l'incinération, quoi que ce soit, n'entre pas effectivement dans les piliers tels que c'est défini dans l'économie circulaire. Bref, tout ça pour dire que ça suggère de nombreux défis. Joséphine, est-ce que tu voulais encourager à mettre, à partager dans les commentaires les piliers et les défis? Ou, Pas ou pas, forcément. pas forcément, d'accord. Bon, On n'hésitez aura pas, le hein, temps d'en reparler. si effectivement vous avez envie de mettre dans le chat, bah tiens, moi c'est tel pilier, tel défi. Bref, les piliers vont être, enfin les défis, pardon, vont être assez nombreux parce que dans l'économie circulaire,
vous verrez que c'est un environnement qui est vraiment multi-parties prenantes, ce qui veut dire qu'il y a des modèles d'affaires extrêmement nouveaux à identifier. Ça demande aussi à reconsidérer bah, quelle est la valeur créée, amener une nouvelle perception finalement sur ce qu'est la valeur et la manière dont on la partage. Ça demande aussi, notamment quand on est une entreprise assez conventionnelle et qu'on tend vers l'économie circulaire, en fait, à revoir complètement l'organisation de l'entreprise. C'est peut-être des métiers différents, c'est des formations nouvelles, c'est des, comment dire, des sources de revenus et comment dire, du rewarding un peu différent vers les salariés, envers les commerciaux. Ça demande aussi beaucoup d'accompagner vers de nouveaux comportements. Donc la logique changement de comportement, la logique science comportementale est extrêmement importante. Ça demande d'avoir des approches beaucoup plus systémiques, effectivement, sur la production des produits et services. Ça demande des logistiques et du coup des maillons logistiques nouveaux, un peu particuliers. Bref, il y a pas mal de défis à relever, une forte pardon, place à la coopération. Bref, tout un tas de défis, effectivement, qui viennent justifier le besoin d'être accompagné, le besoin de travailler en coopération. Et du coup, le programme, Joséphine, qu'y a-t-il dans ce programme? Merci, Rune. Donc, on voulait vous prendre le temps de vous détailler un peu l'accompagnement et ce que vous aurez. Euh, donc, on est sur un programme d'accompagnement de 9 mois, donc qui va aller de juillet à mars. Là, on a l'appel à projet et la sélection. Donc, le temps qu'on commence, ça commencera en juillet. Ça correspond pour une pour une promotion de 10 à 12 structures. On aura 1 à 2 journées par mois de rencontres collectives, soit sur une journée complète, soit sur une demi-journée, en fonction des propositions. Et il faut compter aussi 2 heures d'accompagnement individuel par mois, suivant différents formats que je vais vous détailler. Et oui, vous avez aussi, grâce à ce parcours des boucles, un accès à la communauté des boucles de manière très large. Donc, on pourra vous proposer des rencontres, des webinaires, d'autres modules qui sont facultatifs en fonction de vos thématiques ou de vos besoins et qu'on mettra à votre disposition. Pour rentrer dans le parcours plus concrètement, donc je vous ai parlé d'un aspect collectif. On aura des formations à la stratégie de développement sur les questions commerciales pour réussir à avancer sur vos aspects commerciaux, les aspects financiers. Euh, et on aura aussi des temps de co-développement, c'est des temps entre pairs pour réussir à traiter l'une ou l'autre problématique et réussir à s'enrichir des apports de la promotion. On a aussi des apports d'expertise et de mise en réseau. Donc, une fois par trimestre, on a ce qu'on appelle les boards stratégiques. C'est 1 heure pour chacune de votre structure. Et vous serez face à 3 experts, un expert de Suez, un expert de la métropole et un expert, un entrepreneur, qui sont là pour vous, pour réussir à vous arriver avec une problématique. Et ils viennent vous apporter des éléments complémentaires, des ressources auxquelles ils peuvent penser, vous challenger sur votre problématique. Et ça, c'est donc 3 fois dans le programme, 1 fois par trimestre, 1 heure. Et on aura aussi tout un parcours de visites, de rencontres inspirantes. On va sur le terrain. Euh, et je vous parlerai d'une première visite qui a lieu en mai, avant le début du parcours, sur laquelle on vous invite autour des questions d'économie circulaire, des déchets, de la coopération. On va rencontrer d'autres projets qui ont pu faire partie du programme des boucles ou plus largement pour réussir à réfléchir à ces questions ensemble. Et une partie individuelle sur programme avec un suivi avec Renaud et moi-même. On vous retrouve à peu près 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois pour faire un suivi ensemble et réussir à vous accompagner, à voir s'il faut adapter l'accompagnement, s'il y a des ressources dont vous avez besoin. Donc, on prend ce temps ensemble et on vous dédie un mentor. Après le premier suivi qu'on fait ensemble, qui est plutôt un diagnostic, on regarde sur quelle thématique vous avez besoin d'être accompagné chacun plus spécifiquement et on va vous trouver dans nos réseaux, que ce soit le réseau Ronalpia ou le réseau Suez, un mentor qui vous sera dédié et qui correspond à peu près à 1 heure d'accompagnement par mois, après que chacun organise en fonction de ses besoins. Donc il y en a qui les ont organisés de façon plus resserrée ou de façon plus lâche, mais voilà, vous avez un expert qui vous est dédié sur l'une de vos problématiques.
Merci Joséphine. Ouais, mais du coup, dans la continuité de ce que partageait Joséphine dans ce programme riche, effectivement, il y a une place forte qui est faite à l'accompagnement sur l'expertise et sur l'expérimentation. On le disait tout à l'heure, en fait, c'est contrairement à certains programmes d'entrepreneuriat, euh, l'économie circulaire, l'entrepreneuriat social, c'est très spécifique et il peut y avoir beaucoup de modèles, autant de modèles que de projets existants. Il y a des besoins de modélisation qui peuvent être très particuliers, qui sont sur mesure en fonction des filières adressées, en fonction de la matière adressée. Bref, pour cela, effectivement, ça demande de faire appel à un réseau d'expertise assez dense. Et pour cela, effectivement, on jouit de 4, de 5 ans, effectivement, je dirais, de passif sur le programme et d'animation d'un réseau. Et donc, effectivement, en complémentarité de ce que vous allez pouvoir avoir sur les temps collectifs, sur le suivi individuel, vous aurez également accès à des expertises techniques d'économie circulaire sur des sujets divers et variés, hein, que ce soit des problématiques de connaissances matières, des problématiques de business model, des problématiques de réglementation, de logistique, etc., etc. Et pour ça, on pourra faire effectivement appel au réseau effectivement du programme, mais aussi à des collaborateurs de Suez. On est un groupe de 30 000 personnes avec, je vais pas dire tout autant de métiers, mais de nombreux métiers. Et vous aurez l'occasion effectivement, de manière ponctuelle ou régulière, de pouvoir accéder à certaines de ces compétences. De la même façon, on pourra aussi faire appel à la compétence du réseau du programme ou de certains alumni. Le but aussi, c'est que vous puissiez expérimenter au maximum, donc en vous mettant en relation avec les partenaires du programme, avec la métropole, avec Suez et ses clients, dans le cadre d'événements dédiés. On vous partagera aussi tout un tas de veilles, hein, que nous, on peut effectuer sur des appels à projets, sur des appels à manifestation d'intérêt du territoire, pour que vous profitiez de ce temps-là, de ce temps ensemble pour expérimenter et affiner au plus effectivement votre proposition de valeur. Et puis enfin, il y a l'avantage de ces programmes-là, c'est qu'on entreprend seul, mais avec un groupe. C'est l'accès effectivement, je dirais, à la force du collectif avec les entrepreneurs qui partagent cette aventure avec vous, mais c'est aussi accès à tous les alumni, à tous les entrepreneurs qui ont pu passer par le programme. C'est l'accès à tout un tas effectivement de rencontres, d'événements, de visites, à toute la dynamique effectivement d'une filière, d'un secteur qui est en lien avec votre métier. Sur les boucles, hein, c'est plus de 50 aujourd'hui entrepreneurs qui ont été accompagnés. Et je serais plus très à l'aise pour dire le nombre au sein de Rodalpia, mais c'est exponentiel par rapport à 50. Très large. Ouais. Et du coup, ce que je vous propose, effectivement, c'est d'avancer peut-être sur les critères de sélection. Alors, j'essaie d'être concis, mais effectivement, on précise économie circulaire. Bah, on entend par là que votre projet doit viser à minima un pilier, hein, parmi les 7 piliers que l'on a adressés tout à l'heure. Le but, c'est pas de répondre aux 7 piliers, hein. Par contre, effectivement, dans l'accompagnement, c'est de pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se passe sur tous ces piliers-là, c'est s'inspirer, et puis c'est peut-être se dire l'activité a un objectif à moyen, à long terme, effectivement, d'encore plus circulariser le modèle, mais que vous adressiez déjà un modèle, c'est suffisant effectivement pour prétendre à l'accompagnement. On a parlé de l'ESS, hein, de l'économie sociale et solidaire. Alors, si effectivement vous êtes déjà une association, par exemple, une coopérative, vous êtes déjà effectivement de fait, hein, une structure de l'ESS. Si toutefois aujourd'hui vous êtes en société commerciale, nous on va être vigilant effectivement à votre volonté effectivement de se rapprocher je dirais, des valeurs de l'ESS, hein, donc c'est-à-dire un but qui est autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique, ce qu'on appelle être une lucrativité limitée, en se disant effectivement la majorité des bénéfices effectivement vont servir au développement du projet et la recherche d'impact. Donc comment effectivement on arrive à s'assurer que vous, derrière, il y a une vraie logique effectivement de recherche d'utilité sociale, quand bien même vous êtes en structure commerciale. Il n'y a pas l'obligation aujourd'hui d'être en ESS, donc soit asso, coopérative, évidemment, il y aura peu de chances qu'il y ait des mutuelles ou des fondations dans, quand vous candidatez, mais certains peuvent être en structure commerciale et pas encore faire partie de l'ESS. C'est pas grave si vous nous dites qu'effectivement, si on comprend que derrière il y a une vraie recherche d'utilité sociale, le but c'est que le programme puisse vous accompagner, vous sensibiliser à ce qu'est l'ESS et vous guider vers le modèle juridique, vers la forme qui est la plus adéquate pour défendre cette recherche d'impact. On va vous demander effectivement d'avoir un petit peu de passif sur le stade d'avancement. Idéalement, Joséphine, n'hésite pas à me corriger si à un moment j'ai une bêtise, hein, mais effectivement au moins 2 ans d'existence, que vous ayez un modèle économique qui est éprouvé, que vous soyez en mesure effectivement de parler d'impact, hein. Bah, c'est quoi vos indicateurs, c'est quoi aujourd'hui le résultat? On ne vous demande pas forcément d'avoir de la mesure d'impact, hein, c'est assez spécifique, mais que vous puissiez effectivement
avoir des indicateurs d'impact et peut-être avoir quelques premiers résultats, quelques premières références aussi en termes d'affaires. Je vais Euh, compléter Renaud ouais, là-dessus. Ces 2 ans, c'est pour justement, parce qu'on pense que c'est le stade à peu près qu'on atteint pour être, comme disait Renaud, avoir fait la preuve de son impact, de son marché, enfin d'avoir un certain nombre de jalons. C'est pas rédhibitoire. Ça veut dire que si vous êtes à 1 an et quelques mois, mais que vous pensez que vous êtes à ce stade de maturité et que vous avez un doute, appelez-nous. mm, Vous fermez pas la porte, mais voilà, mm, ça donne une indication. mm. Merci Joséphine pour les précisions. Et effectivement, la disponibilité, alors on en a parlé tout à l'heure, hein, vous serez pas pris 5 jours par semaine par le programme, quand bien même nous on a besoin effectivement de comprendre que vous consacrez un temps suffisamment important à votre projet, qu'aujourd'hui c'est quelque chose de prioritaire effectivement dans votre quotidien, qui est un vrai projet effectivement de création d'une activité durable, et création probablement de votre activité, de votre métier. On attend effectivement de vous d'être engagé, d'être impliqué effectivement dans la vie du programme et de la communauté. Une promotion qui réussit, et je pense que Thomas il pourra en parler derrière, un programme qui fait sens et qui vous sert, c'est un programme dans lequel vous êtes acteur. Parce qu'un collectif, il est fort, il est utile à tous les entrepreneurs à partir du moment où chacun joue le jeu et chacun est généreux aussi dans sa capacité à vivre et sa capacité à nourrir le programme. Nous, on est des chefs d'orchestre, mais on a aussi besoin de vous, effectivement, pour pouvoir, effectivement, s'élever tous ensemble vers des activités à succès. On a besoin, effectivement, que vous soyez dans une démarche de transparence et de partage avec nous, parce que plus vous serez transparent et plus vous serez dans le partage, plus l'accompagnement, il sera fin et il servira vos objectifs. Et puis, évidemment, que vous soyez à l'aise pour parler de votre projet. Si vous faites un programme et que tout est stratégique, tout est confidentiel et que vous êtes en mesure de parler de rien, ce serait un petit peu difficile. Donc n'hésitez pas, par exemple, à nous le dire hein, s'il y a des choses qui pourraient poser problème lors de votre candidature, s'il y a besoin d'être rassuré sur sur le sujet de confidentialité ou quoi que ce soit, qu'on puisse en discuter un petit peu avant. Mais il faut que ce soit des cadres de confiance, ces programmes d'accompagnement. Et puis enfin, vous faire accompagner, c'est aussi accepter que vous avez besoin d'être aidé, que vous avez besoin d'être écouté, que vous avez besoin d'être challengé. Et ça, pour ça, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Ça veut dire, je vais être dans enfin, je vais être dans un processus d'accompagnement, je vais rencontrer beaucoup de monde, je vais forcément être challengé, recevoir des critiques constructives sur mon projet. Donc, on attend de vous que vous soyez en mesure de faire preuve de capacité d'écoute, que vous soyez en mesure effectivement de vous remettre en question, d'entendre des conseils et de les prendre de la manière la plus positive possible. Alors c'est toujours fait avec bienveillance, avec pédagogie. Thomas pourra peut-être en dire un petit mot, mais Joséphine et moi, on est toujours assez pédagogues. Mais voilà, on pense aussi qu'un programme d'accompagnement, c'est fait pour entendre ce dont on a besoin d'entendre à ce moment du projet. On n'est pas là pour vous dire tout est super, tout est génial, comme pourraient le faire vos amis ou votre famille. Le but, c'est effectivement qu'on vous permette de faire les erreurs avant que vous soyez autonome. Donc, savoir être accompagné, effectivement, c'est une vraie compétence. On a besoin de sentir que vous êtes prêt à ça. Parlons de l'appel à projet, Joséphine. Oui. Pardon, c'est mon PowerPoint qui passe pas. Sur l'appel à projet, pour vous donner les grandes modalités. Donc, on est sur là de maintenant jusqu'au 3 juin. Vous avez du temps pour déposer vos candidatures. Le dossier, vous le trouverez en ligne euh, à partir d'une préinscription et après, vous recevrez le dossier. Donc, vous avez à peu près un mois, un gros mois, 1 mois et demi pour réussir à remplir le dossier. Ça vaut le coup de s'y pencher pas trop tard parce qu'il est assez conséquent. Je vous en dirai un peu plus. Le 14 mai, si vous voulez noter dans vos agendas, on a une première rencontre qui est, entre guillemets, en amont de l'accompagnement, mais qui est adressée à ceux qui ont envie de suivre ce parcours des boucles et plus largement qui ont envie de découvrir. Ça va être une introduction à la réglementation des déchets avec une visite du site Neovali, qui est un site de traitement des déchets.
Ça dure la journée, ça sera à peu près de 10h à 16h30. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site des boucles et on vous encourage à venir. C'est une bonne occasion de commencer à rencontrer les uns et les autres qui pourront candidater, de nous rencontrer, de discuter et d'aborder ces sujets-là. Donc, si vous êtes disponible, on vous invite fortement à nous rejoindre sur cette journée-là. Je vous renverrai plus d'informations. Une fois que vous avez candidaté donc jusqu'au 3 juin, qu'on sera rencontré le 14, on va avoir 2, 3 semaines où on prend le temps de lire en profondeur vos dossiers et de vous rappeler si besoin pour affiner votre candidature. On en a qu'on a déjà eu par ailleurs au téléphone. Donc voilà, mais c'est un temps qu'on se laisse pour pouvoir bien affiner vos dossiers, vous poser des questions, creuser. Vous, en amont, si vous avez d'autres questions ou si sur ces temps-là, vous avez des interrogations, vous n'hésitez pas à nous mettre un message et à nous appeler. On répondra au maximum à vos questions. Il faut noter la date du 25 juin, qui est la date du comité de sélection, qui aura lieu à Lyon. Sur une journée, vous aurez 1 heure de passage, donc ça prend une grosse demi-heure. Mais on veut bien que vous notiez la journée parce qu'on fera l'ordre de passage. Vous serez averti le vendredi précédent, donc le 20, de votre passage et de votre heure de passage au jury. Et après, on commence l'accompagnement à partir de juillet. Euh, sur le comment participer, donc vous pouvez vous préinscrire sur le site de Ronald Pias. Une fois que vous êtes préinscrit, vous recevrez, il y a donc sur le site, vous l'aurez après dans la suite du PowerPoint, mais sur le site, il y a un petit bouton Je me lance. Vous pouvez cliquer dessus, vous vous préinscrivez et là, vous allez recevoir le dossier en 2 versions, le formulaire en ligne qu'il faudra remplir et aussi un formulaire papier parce qu'en fait, le formulaire en ligne, il faut le remplir d'un coup. Donc, on vous propose de prendre le temps d'y réfléchir, de ne pas l'ouvrir à la dernière minute et de creuser ces questions et de pouvoir mettre vos réponses sur un document Word avant de faire un copier-coller. Tout est réexpliqué dans le formulaire, donc il faut suivre la démarche. Ce formulaire, ça nous permet, nous, de mieux vous connaître et aussi, vous, de creuser vos besoins, en fait, et d'aller plus loin ensemble. Euh, donc, une fois qu'on a reçu la candidature, je vous disais, on prend le temps de l'étudier, de vous rappeler si besoin. Vous pouvez nous rappeler aussi. Euh, donc voilà, on a des temps d'échange ensemble. Et on pourra répondre à vos questions à la suite sur ça s'il reste des interrogations. Mais sachez que sur le formulaire, tout est assez bien expliqué. Et on va proposer pour terminer à Thomas, donc, qui a monté l'entreprise Fait de la place, de nous faire un petit Ah, bonjour. témoignage sur ce qu'il a vécu. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai créé Fait de la place il y a 3 ans. Et Fait de la place, à l'origine, donc son nom l'indique bien, je fais de la place principalement chez les particuliers. Et puis un jour, j'ai atterri au programme Les Boucles et qui m'a fait comprendre qu'en fait, je récupère beaucoup de choses et que... Ah, Thomas, t'as coupé ton micro au passage. Ah mince, pardon. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, et du coup, ça m'a fait comprendre les boucles que j'étais dans un, comment dire, dans un business où je récupérais beaucoup de choses, pardon, et que c'était hyper intéressant de mettre du sens en dehors du côté économique d'une entreprise. Et les books m'a fait comprendre ça. Donc le programme a duré 6 mois, 7 mois, c'est ça? Et en fait, sur 7 mois, on a pu voir un maximum de possibilités. C'est pas juste de la théorie, c'est qu'on va rencontrer les gens. On a plein de choses qui sont mises en place. On a vraiment du concret. Moi, ça m'a complètement changé mon idée d'entreprendre et de la vision de mon entreprise. Aujourd'hui, je suis même transféré aussi sur le professionnel, donc je fais le B2B et le B2C. Et l'objectif, en gros, c'est de donner maintenant des certificats sur tout ce qu'on peut débarrasser. Donc ça a vraiment donné une autre vision de mon entreprise, autant pour moi que sur le marché dans lequel je suis. Et, euh, et j'en suis infiniment reconnaissant des boucles. Quoi dire d'autre? Je travaille aussi avec Suez à Lyon pour travailler avec eux sur optimiser leur tournée. Donc en dehors d'avoir un suivi, on a aussi vraiment, c'est du concret. On rencontre vraiment des gens intéressés et ça peut déboucher à des vrais marchés. Et j'ai aussi eu Raison Entreprendre que j'ai rencontré grâce à Ronald Pierre aussi, enfin aux boucles, pardon. Voilà, je suis en parcours d'intégration de Raison Entreprendre. Donc enfin moi, pour moi, sur 6 mois, ça m'a complètement changé ma vision d'entreprendre, de là où je voulais aller sur mon entreprise.
C'est Thomas. Je parlais du collectif tout à l'heure. Est-ce que tu veux peut-être en dire un petit mot sur la promotion, le partage avec d'autres projets? Ouais, donc on était une dizaine, il y avait vraiment différentes personnalités, différents projets, différentes stades de maturité d'entreprise. Et en fait, c'était hyper naturellement, c'était une vraie synergie. Tout le monde s'entendait très très bien et tout le monde s'aidait en fonction de ses forces et ses faiblesses et de son expérience. C'était hyper bienveillant. Enfin, moi j'ai rencontré du coup plein de gens qui sont en plus dans le même domaine, dans le sens où économie sociale et enfin ESS, un peu économie. J'ai perdu le mot, pardon. Économie circulaire. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir des vraies synergies avec des gens qui entreprennent aussi, donc ça fait du bien. Des fois, on a un peu le syndrome de la personne solo quand on entreprend. Et moi, j'ai vraiment trouvé un groupe de gens hyper bienveillants et hyper intéressants. Et c'est vraiment des gens avec qui j'hésiterais pas à retourner pour demander des conseils. Même s'il y en a qui sont peut-être moins évolués que ma boîte ou d'autres plus. Mais du coup, à chaque fois, il y avait une réponse à chaque question. Merci Thomas. Merci. Et pour information, il y a des coopérations qui se dressent alors entre les différents projets. Dans la promotion, il y en a deux, trois qui ont réussi à travailler ensemble et à faire du business ensemble. Avec Suez, comme le disait Thomas, enfin, il y a pas mal de choses qui se débloquent. Euh, et alors, il y a Thomas, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc là, on voulait vous montrer un peu, vous pourrez les retrouver sur notre site, tous ceux qui ont été accompagnés par les boucles. Donc, il y a un certain nombre de structures. Et on vous laisse la place maintenant pour des questions, si vous en avez, que ça soit pour Renaud, pour moi-même, ou même pour Thomas, en fait, si vous avez envie de lui poser des questions. Et je vais couper l'enregistrement là. Oui, Julie.